Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à notre webinaire sur le préfinancement du CIR-CI, booster et sécuriser sa trésorerie et son innovation, que nous organisons en partenariat avec Letton, qui est un cabinet de conseil international qui accompagne les organisations dans le financement de leurs projets et les aide notamment à identifier des leviers financiers pour accélérer leur croissance. Letton est partenaire de Minalogic depuis 2019, donc ça fait déjà quelques années maintenant. Ce partenariat pour Minalogic nous permet de proposer des offres qui répondent aux attentes de nos adhérents sur des domaines complémentaires aux nôtres et nous permet de ce fait d'étoffer et d'enrichir ainsi la palette de notre offre de services. Alors aujourd'hui, on le sait tous, dans un contexte économique où la compétitivité et l'innovation sont des enjeux majeurs, il est crucial de sécuriser et d'accélérer vos leviers de financement. Les crédits d'impôt recherche et innovation sont et restent des dispositifs incontournables pour soutenir vos projets de R&D, mais malheureusement, les délais de remboursement peuvent parfois freiner vos investissements. Et c'est ici que le préfinancement du CIR-CI entre en jeu, en vous permettant de combler ce décalage de trésorerie et vous permettre ainsi de maintenir un flux constant d'innovation. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir plusieurs choses. D'une part, la méthodologie et l'expertise de notre partenaire Letton pour vous permettre de maximiser et sécuriser vos déclarations CIR et CI. Et puis, dans le cadre de son partenariat avec Neftis, nous vous présenterons également la solution de préfinancement qui vous permettra d'optimiser les délais de remboursement de créances et sécuriser ainsi votre stratégie de R&D. Tout ça illustré par plusieurs cas pratiques et concrets. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux intervenants, donc ce sera une présentation à deux voix. Nous avons Laure Imbert qui est directrice adjointe innovation chez Letton et Djeloul Benaïda qui est responsable du développement chez Neftis. Je vous laisse la main et bon webinaire à tous. Merci Nathalie. Laure Imbert, donc pour ma part, en présentation rapide, je suis aujourd'hui directrice adjointe d'une cellule transverse d'expertise, d'excellence opérationnelle et d'assistance à contrôle. Donc j'ai la responsabilité au sein de Letton de pouvoir suivre, accompagner une grande partie de nos clients sur leurs échanges avec l'administration fiscale et de pouvoir échanger aussi en direct avec à la fois l'administration fiscale et le ministère de la Recherche pour essayer d'anticiper les questions, les évolutions de pratique, les évolutions de doctrine également. Il y a un pendant de veille juridique et sociale qui rentre en ligne de compte, on en reparlera juste après. Je vais laisser Djeloul également se présenter. Oui, Nathalie le disait tout à l'heure, on a un partenariat de long terme avec Minalogic, on en a aussi un de long terme avec Neftis. On a commencé à travailler ensemble, notamment dans les années 2016, donc avec un échange, un partenariat pérennisé. On vous expliquera juste après qu'est-ce que ça veut dire en pratique, comment est-ce qu'on fonctionne Neftis vis-à-vis de Letton et inversement. Mais c'est juste pour vous donner quelques éléments de métrique. Aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 analyses, on appelle ça un audit, mais analyses technico-financières qui ont été réalisées pour des sociétés ayant fait appel au service de Neftis, qu'ils soient clients Letton ou non d'ailleurs, pour un montant global d'un peu plus de 400 millions d'euros. Donc on a listé quelques sociétés accompagnées qui, sauf erreur de ma part, font partie aussi des adhérents de Minalogic. Donc, c'était pour donner quelques éléments de visibilité supplémentaires sur la typologie des sociétés pouvant être accompagnées. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose du coup, Djeloul. Oui, le spectre on le verra en fin de présentation, le spectre des entreprises accompagnées extrêmement large, de la deep tech jusqu'aux entreprises plus classiques. Et donc, il n'y a pas de restriction dans le champ de financement. Et j'aime souvent noter ce petit élément. On peut financer des entreprises qui font de l'archéologie parce que même des entreprises qui font de l'archéologie peuvent prétendre au crédit impôt recherche innovation jusqu'aux deep tech les plus pointus, que ce soit dans le domaine des biotechnologies ou des semi-conducteurs actuellement, et plus particulièrement sur la région de Grenoble qui est devenue un pôle d'excellence, j'ai envie de dire européen, voire mondial dans cette thématique. Merci. Petit rappel, petit rafraîchissement de mémoire sur les quelques modalités de déclaration et d'utilisation des créances de crédit d'impôt recherche. Donc, l'idée n'étant pas ici de refaire
tout un webinaire sur l'explication de ces crédits d'impôt, de leur fondement, des critères d'éligibilité. Au besoin, on pourra aussi revenir dessus dans un second temps, mais c'était vraiment plutôt pour vous rappeler en quoi ça consiste en pratique une fois que les crédits d'impôt sont effectivement identifiés et déclarés. Pour rappel, Djeloul le disait très bien, les entreprises éligibles aujourd'hui à ces dispositifs incitatifs, ce sont vraiment toutes les entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles. La seule condition, c'est de payer de l'impôt. Ou en tout cas d'être assujetti à l'IS, pas forcément en payer, parce qu'on a des années qui sont déficitaires, mais être soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Le crédit d'impôt recherche étant accessible à toute société, petite particularité pour le crédit d'impôt innovation, il est aujourd'hui limité aux PME au sens communautaire du terme, donc effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Je pense qu'on a les flèches qui se sont inversées sur la présentation, mais on corrigera ça. C'est un dispositif qui est calculé par année civile. Donc on constate et on identifie les dépenses menées chaque année du 1er janvier au 31 décembre, dépenses qui sont associées à des opérations éligibles, donc des projets, soit des projets de recherche, soit des projets d'innovation, pour lesquels on va y associer un ensemble de dépenses qui va constituer l'assiette de base, assiette à partir de laquelle on applique un taux. Donc 30% aujourd'hui pour le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. À noter qu'avant 2023, le crédit d'impôt innovation bénéficiait d'un taux de 20% et non de 30%. Comment est-ce qu'on déclare ces différentes créances? C'est vraiment, d'un point de vue administratif, par la télédéclaration des formulaires 2069A, qui du coup sont déposés en même temps que l'alias fiscal. Le crédit d'impôt recherche, pour rappel aussi, ce sont des enjeux qui sont importants. On est sur une enveloppe moyenne entre 6,8 et 6,9 milliards d'euros de créances pour l'État, à la fois sur les crédits d'impôt recherche et innovation, 24 milliards d'euros de dépenses éligibles, donc sur ces enjeux qui sont importants. Gardez en tête que 84% des déclarants aujourd'hui sont des PME sur ces 19 000 entreprises déclarantes. Donc on a une assiette de PME qui est extrêmement représentative aussi, qui n'ira peut-être pas capter la majeure partie des créances. Pour autant, c'est aussi représentatif de l'écosystème français et de la répartition des différents types de structures. Sur ce crédit d'impôt, on parlait juste à l'instant, par définition, étant un crédit d'impôt, il s'impute sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur le revenu. Première règle et règle générale, une imputation à titre obligatoire. Maintenant, on peut avoir des cas particuliers pour lesquels le montant du crédit d'impôt recherche et innovation est supérieur à l'impôt sur les sociétés, si on prend ce cas-là. Dans ce cas-là, on a l'apparition de ce qu'on appelle une créance sur l'État, qui sera recouvrée dans des modalités qui sont différentes. Premier cas de figure étant les sociétés qui répondent à la définition de la PME, en l'occurrence, des entreprises nouvelles, des entreprises qui sont éventuellement en procédure collective, des entreprises qui ont le statut de jeune entreprise innovante. Pour toutes ces sociétés-là, si une créance sur l'État apparaît au dépôt de l'alias, il y a une possibilité de faire une demande de remboursement immédiat. Donc, c'est le dépôt d'autres formulaires CERFA auprès du service des impôts des entreprises qui permet de débloquer ces créances sur un délai un peu plus court. Dans le cas contraire, société non PME ou n'entrant pas dans cette définition des entreprises concernées, la loi, c'est d'attendre le prochain exercice, la prochaine clôture d'exercice, et de pouvoir imputer son crédit d'impôt sur les prochains impôts sur les sociétés. Si ce n'est pas possible, il y a une possibilité de remboursement, mais qui n'intervient seulement après 3 ans. Donc pendant possiblement 3 ans, pour des sociétés non PME, qui ne payent pas d'impôts, on a une créance qui perdure dans le temps et qui ne peut pas être récupérée. C'est là qu'on commence à avoir l'intérêt des systèmes de mobilisation ou de préfinancement. Plusieurs options possibles, c'est notamment dans le cas de figure que je présentais à l'instant, des créances de crédit d'impôt qui sont obligées d'attendre finalement un délai assez long avant de pouvoir être demandées en restitution. C'est une possibilité de céder cette créance à un organisme de crédit ou un organisme de titrisation pour pouvoir la récupérer plus rapidement. C'est une des possibilités qu'offre Neftis aujourd'hui. Autre solution, on parlait d'un remboursement immédiat pour les PME d'une créance de crédit d'impôt non imputée sur l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la demande de remboursement, même si elle a un caractère immédiat, le remboursement ne l'est pas pour autant.
Le service des impôts des entreprises a un délai aussi de réponse, délai de réponse moyen d'environ 6 mois. Pour autant, on a des cas pour lesquels ça peut être effectivement beaucoup plus long, pour un tas de raisons, hein, service saturé, une demande d'expertise, etc. Donc finalement, le remboursement immédiat n'est pas si immédiat. Ça peut aussi avoir du sens de faire une demande auprès de Neftis pour pouvoir recouvrer sa créance plus vite, dans l'attente du traitement effectif de la demande de remboursement auprès des impôts. Donc ça laisse un tas de raisons pour lesquelles il y a un intérêt de pouvoir bénéficier justement de ces possibilités-là. Je te relaisse la parole, Djeloul, pour expliquer comment fonctionne Neftis. Tu as bien fait de mentionner cet élément d'immédiateté. On peut immédiatement faire sa demande de remboursement, c'est-à-dire dès qu'on a nos comptes, on peut faire sa demande de remboursement, mais le caractère immédiat du remboursement effectif et dans les comptes d'entreprise est tout relatif par rapport aux attentes des entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là que on peut intervenir, c'est avant ou après la demande, avant ou après la déclaration de son CIR, Neftis peut intervenir. Je reviendrai sur cet aspect-là sur les slides de fin, sur à quel moment Neftis peut intervenir. Mais pour revenir à notre offre qui est, on imagine, innovante pour beaucoup d'entre vous, parce que vous avez soit l'habitude d'échanger avec des banques, soit avec des fonds d'investissement, Neftis intervient sur un spectre encore nouveau, dans le sens où on est à mi-chemin entre les investisseurs et les banques classiques. C'est-à-dire qu'on va opérer sur des entreprises qui ne rentrent pas dans le scope bancaire parce qu'il y a un certain nombre de critères financiers qui excluent de fait soit les startups, soit les entreprises très innovantes, ou les investisseurs qui vont avoir un délai d'investissement long et qui attendent un retour sur investissement extrêmement important compte tenu du risque qu'ils prennent. Nous, on va être à mi-chemin entre ces deux acteurs et on va offrir une solution qui va permettre de financer les entreprises sur des crédits d'impôt recherche qui vont à minima à 90 000 euros et qui peuvent monter jusqu'à 10 millions d'euros. Notre particularité également, c'est on va se soustraire des éléments anxiogènes pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont le fait de poser sa caution personnelle et ou d'avoir une assurance à titre individuel, et ce qui va entraîner des délais de traitement longs et aussi une incursion dans la vie privée du dirigeant. Donc, ces deux éléments-là peuvent être des freins à une demande de financement de la part des entrepreneurs, âgés ou moins âgés. Ensuite, ce qu'on apporte également aux entreprises par rapport au délai habituel de l'administration, c'est d'abord, on va faire gagner du temps aux entrepreneurs. Et ça, c'est important, du temps et de la sérénité. Et ceci va se matérialiser, si tu peux revenir sur la slide d'avant, par un délai, un délai d'exécution extrêmement rapide, compte tenu du fait que notre solution est 100% en ligne, et c'est pour ça qu'on est considéré aujourd'hui comme une fintech. Donc, tout le processus de la simulation jusqu'à la signature des contrats se fait de façon dématérialisée. Et ce qu'on offre également aux entreprises, c'est des gains de trésorerie qui se situent entre 6 et 18 mois. 6 mois pour des créances déjà déclarées auprès de l'administration. Et pour des créances 2024 qui sont en train de se constituer depuis le 1er janvier de cette année, on peut aller jusqu'à 18 mois de gains de trésorerie. Et nous, on va se démarquer sur un point fondamental, c'est sur la grille d'analyse. Et là, on peut passer à la slide suivante, sur comment on va analyser l'entreprise. Et d'abord, avant de dire comment on va analyser l'entreprise, on va s'attarder sur ce qu'on ne va pas analyser chez les entreprises. Et c'est des éléments que vous allez retrouver régulièrement, notamment lorsque vous déposez une demande, que ce soit auprès de la BPI, des investisseurs ou des banques, c'est quel est le niveau de fonds propres des entreprises. Quel est votre niveau de fonds propres? Et s'il a le malheur d'être nul ou négatif, vous êtes de fait exclu des financements. Donc nous, chez Neftis, on n'a aucune contrainte de fonds propres. Qu'il soit nul, positif ou même négatif, ce n'est pas une contrainte. Deuxièmement, concernant le chiffre d'affaires, là aussi, on finance beaucoup de deep tech et une deep tech par essence ne fait pas de chiffre d'affaires, elle est plutôt concentrée à développer un produit, son projet, et ensuite elle va aller sur le marché et à ce moment-là constituer du chiffre d'affaires. Là aussi, on va balayer ce critère de chiffre d'affaires. Autre point important pour les startups ou les PME plus matures,
qui ont eu la chance ou le malheur, ça dépend de quel point de vue on se place, d'obtenir des PGE, elles ont saturé leur capacité d'endettement. Donc aujourd'hui, elles sont dans une phase de remboursement, des phases aiguës de remboursement qui pèsent sur leur capacité à contracter de nouveaux prêts. Donc de fait, compte tenu des ratios d'endettement, les capacités aujourd'hui de remboursement sont nulles ou très limitées. Là aussi, on va balayer ces deux éléments qui sont les ratios d'endettement et la capacité de remboursement de la part des entreprises. Et dernier point qui revient régulièrement de la part des fonds d'investissement, et c'est une bonne chose, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose, mais il y a le critère de la rentabilité. Est-ce que les entreprises sont rentables ou pas? Et on va continuer à financer uniquement les entreprises qui sont rentables et qui vont être rentables dans un horizon de temps très resserré. Donc là aussi, on ne va pas regarder la rentabilité de l'entreprise. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous regardez, mon cher monsieur? On va regarder d'autres éléments qui sont sur la partie trésorerie de l'entreprise. Nous, on va se poser une question fondamentale, c'est on va vérifier la continuité d'exploitation de l'entreprise jusqu'au moment de la déclaration de son CIR. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour les créances 2024 qu'on finance, on va avoir un horizon de temps d'analyse au plus tard jusqu'à mai 2025, c'est-à-dire la période maximum pour déclarer son CIR auprès de l'administration fiscale. Et ceci en intégrant le préfinancement du CIR comme une ressource sécurisée. Donc ça, c'est le point fondamental de notre analyse. Et le deuxième pilier de notre analyse va reposer notamment sur nos partenaires auditeurs et en l'occurrence Layton, vérifier l'éligibilité des projets sur le fond et sur la forme. Et qu'à minima, 80% du CIR et ou du C2I soit validé par nos experts auditeurs. Dernier point, et je vais finir là-dessus, fondamental, c'est que l'entreprise ne soit pas redevable de l'IS, donc de l'impôt des sociétés, et qu'elle soit in bonis, qu'il n'y ait pas de procédure amiable ou contentieuse ouverte. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut vérifier que la créance qui va être cédée au fonds puisse être remboursée en totalité par l'administration fiscale et qu'elle ne risque pas d'être imputée sur toute ou partie de celle-ci, parce que notre garantie ultime, comme vous l'avez pu comprendre, compte tenu de critères financiers, ne repose pas sur l'entreprise, mais va reposer sur l'État et par conséquent sur la teneur et la validité des projets et des dépenses présentées à l'administration. Donc ça, ces trois points sont fondamentaux dans notre grille d'analyse et ils peuvent paraître restrictifs, mais compte tenu des éléments financiers que je vous ai présentés précédemment, le taux d'acceptation au comité aujourd'hui, il est supérieur à 80-90% en fonction de la période de l'année où on se situe. Concernant les modalités de financement, et ce qui vous intéresse, je suppose le plus, je vais revenir sur la partie coût du financement, mais d'abord, je vais m'attarder sur le séquençage du financement. Donc, nous, on va pouvoir vous accompagner en 3 temps. Donc, le financement va être décomposé en 3 tranches. Dans un premier temps, on va vous financer à hauteur de 92,5% du montant sécurisé par l'auditeur. Les 92,5%, c'est le montant brut qu'on va préfinancer, auquel on va retrancher l'ensemble des frais financiers et frais de traitement. Ensuite, au moment où l'administration fiscale va nous rembourser, on va récupérer la totalité de la créance de CIR et on va pouvoir vous restituer 2 choses. Dans un premier temps, on va vous restituer la retenue individuelle de 5% et également la part potentielle qui n'aura pas fait l'objet d'un financement, ce qu'on appelle la part non financée, qui peut être nulle ou compris jusqu'à 20% dans l'exemple que je viens de vous mentionner. Et cette partie qui ne fera pas l'objet d'un financement va vous revenir de droit à partir du moment où on est remboursé par l'administration fiscale. Et enfin, notre garantie ultime, on garde 2,5% dans le fonds, ce qu'on appelle la retenue collective, qui va nous permettre d'éponger les éventuelles pertes que le fonds pourrait subir. Et si le fonds ne subit pas de pertes, cette retenue sera restituée à l'ensemble des entreprises à la liquidation du fonds. Donc, le fonds qui nous concerne aujourd'hui, qui prend fin au 31 décembre de cette année, les 2,5% vous seront potentiellement remboursés dans un horizon de 1 à 2 ans à partir de la liquidation du fonds. Concernant le coût du financement, il va être de 2 natures. Donc, il y aura des frais financiers d'un côté et des frais de dossier et d'audit de l'autre.
Sur les frais financiers, on est sur un taux de Euribor 6 mois plus 4,25% par an, calculé sur le montant préfinancé et la durée de portage. La durée de portage, c'est le moment où on décaisse les fonds et la date théorique de remboursement de l'administration fiscale. Ça, c'est la rémunération pour les investisseurs, pour faire simple. Et ensuite, il y a des frais de dossier, c'est la rémunération de Neftis, aux environs d'1% du montant de la créance cédée, et des frais d'audit qui vous seront communiqués par devis. Si vous avez la chance d'être accompagné par l'Eton, donc les frais d'audit seront ramenés à zéro parce que vous bénéficierez déjà d'un accompagnement de la part de l'Eton et donc vous n'aurez pas de frais d'audit à supporter en plus. L'ensemble de ces frais seront prélevés du premier versement. Donc, vous allez bénéficier d'une double avance, une avance de trésorerie et une avance de frais. Donc, aucune mensualité à supporter et aucune échéance à supporter également. Donc, au moment du remboursement de la part de l'administration, on va récupérer l'ensemble des frais qui vous auront été avancés. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas dans le chat. Et dernier point, compte tenu du fait que notre solution est identique pour toutes les entreprises et que toutes les entreprises bénéficient des mêmes conditions de financement, on a créé un simulateur sur la plateforme et en 10 secondes, vous avez le coût du financement ainsi que l'avance de trésorerie nette qui vous sera octroyée d'ici quelques semaines si vous souhaitez avancer dans le processus. Je te laisse la parole. Voilà, pour rappel du processus, donc première étape, quoi qu'il arrive, que vous souhaitiez avoir des informations ou engager un dossier sur la plateforme, l'étape préalable à toute demande, c'est de faire une simulation. Pour une raison très simple, on a construit cet outil comme un outil d'aide à la décision et un outil de transparence également. Ça veut dire que vous savez immédiatement combien ça va vous coûter et combien vous allez pouvoir recevoir d'ici quelques semaines. Si vous êtes d'accord avec les conditions de la simulation, vous engagez immédiatement la constitution d'un dossier. Vous allez remplir quelques éléments sur l'entreprise, sur la créance de CIR et sur la partie trésor. On va devoir se projeter sur un horizon de 6 à 12 mois maximum ensemble. Une fois que le dossier est complet, le dossier est présenté en comité d'investissement. Donc, on tient un comité hebdomadaire. Donc, tous les jeudis matins, on a un comité pour pouvoir avancer rapidement compte tenu des fois des situations d'urgence qui peuvent se présenter à nous. Une fois que le dossier est accepté, une proposition est envoyée à l'entreprise, qu'elle accepte. Ensuite, là, on refile le bébé à Laure et ses équipes pour pouvoir diligenter une mission d'audit. On vous met en relation avec l'Eton qui va faire l'ensemble des diligences nécessaires. Et une fois qu'on reçoit le rapport, on passe à la signature électronique des contrats et on procède à un déblocage immédiat, pas au sens de l'administration, mais au sens Neftis, c'est-à-dire dans un délai de 24 à 48 heures maximum. Et le délai moyen pour une entreprise pour pouvoir procéder à l'ensemble du processus, ce délai est compris entre 3 et 5 semaines. Si vous avez la chance d'être accompagné par l'Eton, on sera plutôt proche des 3 semaines. Et dans le cas contraire, on sera plutôt proche des 5 semaines de traitement. Je te laisse parler un peu plus longuement du processus d'audit. Tout à fait. Si on fait un focus vraiment sur l'étape d'analyse de comment ça se passe en pratique, on est sur une analyse qui est technico-financière. Donc, on partage par l'intermédiaire du data room avec Neftis d'un ensemble d'éléments qui sont d'ores et déjà transmis par vous dans le cadre de la demande de préfinancement de mobilisation de créances. Et à partir de cette étape-là, on fait une première prise de contact. Donc, une prise de contact classique si vous êtes déjà accompagné par l'Eton dans le cadre de la constitution de vos dossiers, soit première prise de contact qui permet d'expliquer la démarche, le processus, de valider un timing prévisionnel avec prise en considération d'éventuelles contraintes supplémentaires, ce qu'on donnait comme durée moyenne entre 2 et 4 semaines pour le traitement. C'est extrêmement modulaire aussi en fonction d'éventuelles urgences. Ça peut être très court si on a tous les éléments très rapidement et que on a une grande réactivité d'un côté comme de l'autre. Ça peut être plus court que ça, ce ne sera pas plus long, mais ça peut être plus court.
pour donner juste des éléments de visibilité supplémentaires. La première prise de contact, elle nous permet également de pouvoir vous lister toutes les pièces dont on aura besoin pour pouvoir mener notre analyse. Ce n'est ni plus ni moins que la collecte et la récupération de l'ensemble des éléments techniques et financiers qui vous ont permis de constituer vos déclarations de crédit d'impôt recherche. Donc, c'est pour ceux qui connaîtraient déjà des demandes d'informations complémentaires qui émanent de l'administration et des services des impôts. Quand vous faites une demande de remboursement, on est ni plus ni moins que sur le même niveau d'information. Dossier technique ou documentation technique si les dossiers ne sont pas constitués, justificatif financier, calcul du crédit d'impôt recherche, et on complétera ces éléments-là par une phase d'entretien qui va permettre de pouvoir discuter des projets, valider les critères d'éligibilité, poser d'éventuelles questions sur la compréhension de la constitution de la valorisation financière si on a des questions. Vous listez les demandes qui n'ont peut-être pas pu être honorées avant cet entretien-là sur des éléments documentaires supplémentaires. On fait cet entretien sur site de manière systématique la première fois qu'on se rencontre. Ça permet aussi, dans le cas où on est sur des startups, de pouvoir visiter les locaux, échanger avec un certain nombre de personnes qui ont de la visibilité sur les projets. Voilà. L'idée, c'est pas forcément de vous bloquer une journée complète, hein, on est loin de là, mais de pouvoir mobiliser un créneau de 2, 3, 4 heures grand maximum en fonction de la taille du crédit d'impôt et du nombre de projets à étudier, et de prendre en une seule fois toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien cette analyse. Le reste du travail, pour nous, c'est du travail de bureau. On va reprendre tout ce qui a été communiqué, reprendre les notes et les comptes rendus issus de nos échanges, et on va mener cette analyse sur la double approche, éligibilité, défendabilité et analyse financière, et faire une cotation par échelle de risque sur la partie technique et sur la partie financière. On va inscrire l'intégralité de cette analyse au sein d'un rapport, qui est du coup le rapport d'analyse, qui vous sera remis et qui sera remis à Neftis, qui va permettre de cartographier l'ensemble de votre périmètre technico-financier et de découper l'ensemble de vos dépenses sur un code couleur vert, orange, rouge. Vert éligible, pas de souci. Orange, potentiellement des zones de risque, des points d'attention, des éléments qui peuvent être challengés. Rouge, on est non éligible, ou éventuellement une part non financée ou non auditée en fonction des cas de figure. Et c'est ce rapport-là qui va servir de base aussi, transmettre ces rapports plus les CERFA de déclaration, vous donner une validation de ces éléments-là, et les fonds sont débloqués dans la foulée. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez simple, qui est rapide. On a, je le répète une nouvelle fois, mais on a un support et une data room partagée qui permet vraiment une très grande fluidité dans les échanges. On peut y consulter des échanges de mails, des demandes, déposer des documents. On a des notifications à chaque fois qu'il y a des éléments qui sont postés, modifiés sur cette data room. Donc ça nous permet aussi d'avoir une très grande réactivité dans les différents échanges. Merci. Tu veux revenir sur le simulateur peut-être ? Oui, je vais refaire un petit point parce qu'on va rentrer dans le dur, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le préfinancement en germe, parce que pour faire simple, on est le seul acteur aujourd'hui, ou pas, quasiment le seul acteur à le faire en France. Et c'est vraiment là où réside l'innovation de notre côté d'un point de vue produit, c'est de pouvoir préfinancer une créance en germe. Qu'est-ce qu'une créance en germe ? C'est une créance fiscale qui est en train de se constituer sur l'exercice 2024 et qui n'aura une matérialité qu'au moment de sa déclaration 2025. Pour faire simple, si vous avez l'habitude de faire de la facturage, lorsque vous allez voir un facteur, vous devez absolument lui présenter la facture pour pouvoir bénéficier d'un financement. De notre côté, il n'est pas nécessaire de nous présenter une créance d'un point de vue matériel pour qu'on puisse la préfinancer. Et ça change beaucoup de choses pour les entreprises. Parce que vous êtes virtuellement en train de constituer un actif qui vaut quelque chose et qui va valoir quelque chose réellement en 2025. Et nous, ce qu'on va vous permettre, c'est de lui donner une matérialité immédiate. D'un point de vue pécuniaire, c'est ce qui vous intéresse, c'est de recevoir un financement en contrepartie de la cession de cet actif qui va véritablement se matérialiser en 2025. Et notre financement, il va se faire de la façon suivante, c'est-à-dire que si vous nous sollicitez aujourd'hui, par exemple, on sera en capacité de préfinancer votre CIR entre le 1er janvier et le 30 septembre de cette année. Donc, on va prendre l'ensemble des dépenses, on va faire le calcul ensemble et on va déterminer quelle est l'enveloppe de CIR préfinançable sur cette période.
Et on va aller même au-delà. On va également se projeter, par exemple, sur les 4 derniers mois de l'année, en se disant quel est le CIR qui va être constitué sur cette période-là. Et on va pouvoir ensemble constituer une enveloppe globale de financement sur l'exercice 2024 qu'on va pouvoir décaisser en 2 temps. Dans un premier temps, on va vous décaisser l'ensemble des dépenses du CIR réellement constitué sur la période janvier à septembre. Et au mois de janvier, on prendra l'ensemble du CIR du dernier trimestre, des mois d'octobre, novembre et décembre, qu'on viendra préfinancer en janvier. Et donc, dans le schéma que vous avez en face des yeux, les barres bleues, ça correspond aux 2 tranches de financement à hauteur de 92,5% du CIR validé par Layton. La petite barre orange, à la fin, ça correspond au remboursement de la retenue individuelle de 5%. Ça, c'est au moment où on est théoriquement remboursé. La petite barre jaune, ça correspond aux frais financiers et frais de dossier qu'on va pouvoir déduire de la première tranche de financement. Et sur la deuxième partie du financement, donc au mois de janvier, il n'y aura pas de frais à supporter parce que l'ensemble des frais seront à supporter sur le premier décaissement. Et donc là, en l'occurrence, pour une créance de 384 000 euros, on arrive sur 2 tranches de financement à hauteur de 266 000 euros sur la première période et 89 000 euros sur la deuxième période. Là, j'ai pris un exemple classique, c'est la créance moyenne qu'on a aujourd'hui en termes de financement, mais on peut aller sur des CIR à 90, 100 000 euros, CIR C2I de 90 à 100 000 euros, jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les plus grosses entreprises. Donc voilà, ça c'est vraiment notre spécificité. Use case, très classique. Bon, on va pas se mentir, hein. S'il y a une urgence et s'il est nécessaire de payer les salaires à la fin du mois et que vous êtes juste dans un moment difficile en termes de trésorerie, bien évidemment, on accompagne les entreprises. C'est la raison pour laquelle on a des délais de traitement extrêmement courts, de 3 à 5 semaines et des comités hebdomadaires. C'est surtout pour répondre à cet impératif de s'il y a une urgence, quels sont les leviers à ma disposition? J'ai besoin de trésorerie pour faire face à mes engagements de court terme et le préfinancement du CIR peut répondre à cet impératif. Ensuite, cas classique qu'on retrouve dans un cas sur 2, c'est vous êtes dans une phase de levée de fonds, vous avez besoin de gagner du temps ou donner plus de poids à votre dossier, vous décidez de préfinancer votre CIR et de vous donner de la latitude dans vos négociations. Le point qu'on préfère, ça c'est parce qu'on est des passionnés d'innovation, c'est vous aider à accélérer ou à lancer de nouveaux projets de R&D. Et ensuite, les cas classiques qu'on peut retrouver, notamment sur le CIR 2023, parce qu'on a encore des demandes de préfinancement du CIR 2023 qui n'est toujours pas remboursé. Vous avez des blocages, vous manquez de visibilité quant à la date effective du remboursement de votre CIR de la part de votre SIE. Et là, on peut intervenir également en urgence, d'autant plus facilement si vous êtes accompagné par Layton, qui a déjà le dossier clé en main et qui me dit il y a une urgence, on manque de visibilité, l'entreprise a un besoin urgent. Là, on peut aller vraiment très vite et descendre en dessous des 3 semaines habituelles qu'on a présentées. Donc, parfois, en 1 semaine, 10 jours, on est en capacité de prendre un dossier, le passer en comité et procéder au décaissement. Donc voilà, ça c'est des cas habituels qu'on retrouve. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. C'est simplement besoin de cash, voilà, pour avoir de la sérénité et se dire j'ai besoin de finir l'année tranquillement ou commencer l'année plus sereinement. Vous pouvez éventuellement nous solliciter pour ces cas de figure. Je te laisse là. On peut terminer sur les quelques avantages du partenariat entre Neftis et Layton. Je te laisse en dire plus. Merci. On a déjà expliqué et précisé ces différents avantages. Le principal, c'est qu'on travaille avec Neftis depuis déjà de nombreuses années. On se connaît très bien. On s'appelle pratiquement toutes les semaines pour faire un point sur certains dossiers. Donc, vous allez avoir des échanges qui vont être quand même assez fluides, assez rapides. On a conscience d'un côté comme de l'autre des enjeux, et Djeloul en faisait part il y a quelques minutes, mais des enjeux parfois critiques sur certaines structures, certaines sociétés qui ont une nécessité de toucher des fonds sous un délai extrêmement court. Et c'est aussi cette réactivité-là qui permet de faire gagner du temps.
On maîtrise, de par notre expérience aussi et nos échanges avec Neftis, de quel est le niveau, quel est le niveau de finesse dont Neftis a besoin pour pouvoir faire cette évaluation technico-financière, cette identification des zones de risque. C'est un métier aussi, mais nous on le fait depuis bientôt 27 ans, donc ce sont des sujets sur lesquels on a une grande habitude, une grande flexibilité, et c'est aussi bien sûr sur le temps de gain financier et de temps qui permet de gagner en efficacité, de gagner en rapidité. On avait parlé de l'exemption des frais d'audit au tout début de la présentation. Donc, pour rappel, effectivement, les clients déjà accompagnés par Layton ont un gain substantiel aussi sur ces frais d'audit qu'on prend en charge de notre côté, ayant déjà une connaissance des projets. Le temps de travail sur la constitution du rapport, on le fait aussi à nos frais par rapport à Neftis. On voulait terminer avec quelques cas pratiques. On en a laissé un certain nombre, peut-être pas forcément tous les présenter. Je te laisse choisir du coup, Djelou, ceux que tu voudrais utiliser pour illustrer. Faire les deux premiers pour qu'il n'y ait pas trop de redondance dans mes propos, mais pour donner l'amplitude des sujets qu'on est en capacité de traiter. Et chaque cas est différent, et donc on a cette capacité, nous, mais surtout Layton, d'examiner et d'auditer un spectre extrêmement large de sujets de R&D. Et donc, l'exemple que je viens de citer, je ne vais pas te donner… Beaucoup d'entreprises souhaitent rester quand même assez discrètes sur le fait de préfinancer leur CIR pour des raisons qui leur sont propres, mais on peut communiquer les sujets. Donc, détection de gaz à haute précision. Donc, le challenge pour l'entreprise, c'est de développer des capteurs avancés pour la détection de gaz avec une sensibilité, une précision accrue. Donc, c'est un sujet qui ne parle pas au grand public. On est vraiment sur des sujets de niche B2B où c'est souvent des gens du métier qui ont des idées, qui rencontrent des problématiques et qui essayent de trouver un ensemble de partenaires pour pouvoir répondre à un sujet très, très particulier, un sujet de pointe. Donc, souvent, c'est des gens qui vont mobiliser rapidement beaucoup de ressources autour d'eux. Ils vont avoir une certaine visibilité et respectabilité dans leur milieu et ils cherchent naturellement les bons partenaires. Et notamment, ils vont dans une vallée qui est extrêmement florissante, et Minalogic les accompagne naturellement dans ces thématiques-là. Donc, ils sont confrontés à des sujets de R&D, des sujets business, ils ont de l'expertise et ils cherchent l'ensemble des partenaires qui leur permettent d'accélérer leurs projets. Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect recherche et développement, il y a l'aspect conseil, parce qu'un dirigeant d'entreprise n'a pas l'ensemble des outils à sa disposition. C'est pour ça qu'on est tous des pièces indispensables du puzzle d'un parcours entrepreneurial réussi. Et on a la chance quand même en France, même si le CIR, pour répondre à la question qui a été posée dans le chat, même si en France, on challenge le sujet du crédit impôt recherche et également du crédit impôt innovation, malgré tout, l'écosystème reste très bien structuré avec des aides et un accompagnement très puissant. On espère que le CIR ne sera pas raboté parce que c'est un élément essentiel et constitutif de la trésorerie des entreprises pour leur permettre de continuer à faire avancer, donc à accélérer. Donc là, dans l'exemple que j'ai cité, ça a permis de financer immédiatement les essais de nouveaux prototypes. Donc, financer un prototype, ça peut coûter cher, ça peut prendre du temps, et souvent, on reporte le lancement d'un nouveau prototype à la réception du crédit impôt recherche. Donc, on va dire, quand je vais recevoir mon CIR, et je vais pouvoir lancer un nouveau prototype. Nous, en l'occurrence, on dit aux entreprises, n'attendez plus, venez immédiatement et lancez votre nouveau proto et gagnez quelques mois. Et dans la course à l'innovation qui n'est pas franco-française, mais dans une course qui est mondiale, plus on gagne de temps et plus on est en capacité de prendre de l'avance sur ses concurrents et d'aller rapidement sur le marché. Donc, ce qu'on a permis également, c'est la sécurisation de la trésorerie. Donc, la sécurisation de cette trésorerie a permis l'acquisition de nouveaux équipements spécialisés, voire très spécialisés, parce qu'on est dans un marché de niche qui demande également aux fournisseurs de s'adapter à ces contraintes et également le recrutement d'experts en capteurs. Donc,
Aujourd'hui, on est fiers d'accompagner cette entreprise depuis plusieurs années et on voit sur ces marchés de niche B2B, il y a une traction et des entreprises qui ont des protos et des produits qui répondent à un marché, aujourd'hui, elles réussissent même difficilement à passer cette période très, très complexe et très compliquée avec notre soutien, avec les soutiens des conseils, mais également avec le pôle Minalogic aujourd'hui qui fait un excellent travail d'accompagnement pour ces entreprises que nous, on qualifie d'entreprises deep tech. Un deuxième exemple, et je terminerai là-dessus. Donc, matériaux oxydes pour l'électronique, ça parle à personne et je ne vais pas vous le cacher, ça ne me parle pas énormément aussi, même si je connais très bien l'entreprise. Donc, ils font de la recherche intensive sur les oxydes fonctionnels pour des composants électroniques. Également la même chose, investissement immédiat dans la production de nouveaux matériaux permettant de mener plusieurs itérations simultanées en laboratoire parce qu'il y a aussi le fait d'être dans un écosystème où il y a les entreprises d'un côté, les pôles de compétitivité et également les pôles de recherche et universitaires, permet une synergie. Et cette synergie, elle est importante. Mais si elle se confronte à un écueil, c'est est-ce que j'ai les moyens financiers ou pas de mener des itérations rapides et simultanées. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire fertile qui permet l'accélération des projets de recherche, mais qu'on le veuille ou non, toutes les parties prenantes, à un moment ou à un autre, elles ont besoin quand même de récupérer du cash pour continuer à avancer. Donc, nous, on a permis cette accélération dans l'itération des projets de recherche. On a permis la sécurisation pour couvrir les coûts de fabrication et les tests en conditions réelles. On n'est pas dans de la recherche théorique, on est vraiment dans de la recherche appliquée. Et le résultat, c'est le développement de nouvelles couches fonctionnelles pour les semi-conducteurs avec une meilleure performance énergétique, augmentant l'attrait des produits, mais pour les partenaires industriels, parce que voilà, l'entreprise aujourd'hui, une start-up, une deep tech, elle est dans un écosystème. C'est-à-dire, elle travaille pour elle, mais elle travaille surtout pour l'ensemble d'une chaîne industrielle, et notamment sur la région grenobloise, on a un terreau extrêmement fertile sur le sujet des semi-conducteurs. Et je terminerai là-dessus. Si Jello, il y avait d'autres cas pratiques Il y a d'autres cas, j'en ai cité 8 pour que vous puissiez balayer l'ensemble des sujets deep tech qui concernent la région. Exactement. Et surtout qui concernent le pôle, parce que je le dis sans flagonnerie, vraiment, le pôle Minalogic concentre de très belles entreprises deep tech. Donc, le mot deep tech veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la recherche de très haut niveau avec des applications qui répondent à des enjeux, à des enjeux mondiaux. Et j'espère que vous faites partie de ces entreprises-là qui continuent, malgré les obstacles ces derniers temps qui se dressent face à vous, à continuer à avancer et à vous projeter dans un horizon un peu plus lointain que les considérations court-termistes qui sont les nôtres aujourd'hui. Merci à vous deux pour cette présentation qui était vraiment très claire, très pertinente, qui a permis de mieux appréhender comment les problèmes de trésorerie peuvent être résolus avec ce préfinancement. Et puis, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que obtenir du cash, ça permet tout bêtement de payer des salaires et de fonctionner. Il y a un point qui n'a pas été mentionné, mais je pense qu'aussi c'est important aujourd'hui, ça permet aussi de ne pas se freiner dans les recrutements, parce que c'est un point aussi essentiel, les ressources RH des entreprises. Nous allons donc passer à la session questions-réponses. Alors, je pensais que nous allions avoir ce type de questions et effectivement, nous l'avons. Effectivement, le projet de loi de finances 2025 n'est pas encore voté. Il y a une échéance calendaire qui fait que les jeux des différentes assemblées du Sénat ne produiront qu'un projet de loi de finances qu'en fin d'année. Quel est l'impact de la nouvelle proposition de loi de finances sur les dispositifs CIR et CII ? Effectivement, les infos qui se profilent, c'est que ça va beaucoup changer les choses. Donc, comment ça va s'impacter directement dans la vie des entreprises ? Alors, c'est assez difficile de se positionner à ce stade-là, comme disait Nathalie, dans le sens où on est sur une première ébauche. Il y a
un acheminement parlementaire qui va prendre 2 mois et demi pratiquement, sur lequel on peut avoir des revirements de situation qui sont assez forts. Ce qu'on a aujourd'hui au niveau du projet de loi de finances, c'est simplement statu quo. Aucune modification, ni sur le CIR, ni sur le C2I. Alors, la difficulté que ça soulève aujourd'hui, c'est qu'effectivement, autant le crédit d'impôt recherche est un dispositif pérennisé, autant le crédit d'impôt innovation ne l'est pas. Il a une date de fin, la date de fin officielle du C2I, c'est le 31 décembre 2024. Vous avez tout l'écosystème de l'innovation qui est vent debout aujourd'hui pour remonter ce point-là en espérant que ce ne soit qu'un simple oubli du gouvernement de ne pas avoir ajouté cette ligne de pérennisation ou de reconduction du crédit d'impôt innovation sur un délai supplémentaire. Il y a plus de 80 amendements qui ont été déposés le week-end dernier. Donc ça va assez vite. On en saura plus d'ici mi-novembre ou plus tard, de savoir si concrètement on était effectivement sur un oubli, ou est-ce que sur le fait de rajouter cette ligne-là supplémentaire au budget, parce que forcément la reconduction du crédit d'impôt recherche, du crédit d'impôt innovation, ça a un coût, c'est entre 300 et 400 millions d'euros chaque année. Est-ce que ça va se faire au détriment de certaines lignes ou certains postes de dépenses du crédit d'impôt recherche? C'est les questions qui aujourd'hui sont en suspens. Donc il y a effectivement plusieurs pistes qui ont été soulevées. Pour le moment, ça reste vraiment en discussion et on communiquera, je pense, auprès de Minalogic sur les prochaines semaines aussi pour donner de la visibilité sur le contour un peu plus fin. Mais on le rappelle et je tiens quand même à le rappeler, il peut se passer beaucoup de choses d'ici fin décembre avec la promulgation de la loi de finances définitive. Donc, rien n'est acquis aujourd'hui, rien n'est définitivement arbitré et on suit ça avec une très grande attention. Ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas être dans un état anxiogène par rapport à tout ça, que rien n'est acté, que des choses se profileront dans les prochaines semaines, comme vous l'avez dit très justement, qu'on vous tiendra informé par l'intermédiaire de notre partenaire, peut-être avec un bulletin de veille ou un flash info pour que vous ayez un petit peu plus d'informations sur ce qui se profile. Et puis, nous ferons un webinaire au mois de janvier, webinaire dans lequel Laure vous décryptera justement l'actualité fiscale de l'année 2025. Et là, on aura des éléments vraiment factuels et certains à vous communiquer sur ces différents sujets. Merci infiniment à tous les deux pour ce webinaire à 2 voix qui nous a permis de bien appréhender les contours et de l'expertise lettonne sur les sujets de déclaration CIR et CII, les contours du partenariat que vous avez tous les deux, Netflix et Letton, pour accompagner sur le préfinancement de ces créances. Et voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Et une très belle fin de journée. Pareillement.